Ce qui s'est passé en Israël, avec l'affaire des militants politiques et des personnes qui essayaient d'aider les Palestiniens de Gaza, détenus par les Israéliens, c'est choquant. On a vu une vidéo bouleversante. Et qui a publié cette vidéo? Ben Gvir. C'est Ben Gvir qui l'a mise en ligne, montrant comment ces gens sont traités. Voilà les images que Ben Gvir a rendues publiques. Oui, on a l'une de ces personnes qui faisait partie, vous savez, des habitants de Philistin détenus par les Israéliens. Voici ce qu'elle a dit. Yeah, we have one of these people who was among those, people of Philitala who were detained by Israelis. Here is what she said. Par Israël, comme les 425 autres personnes, nous avons tous été détenus. Ils m'ont mis des menottes aux mains et aux pieds. Ils m'ont traîné, et quand je ne pouvais plus marcher, ils m'ont tiré par terre. Ils m'ont frappé. Ils nous ont tous fait très mal. Les menottes étaient tellement serrées que j'ai fini par ne plus sentir mes mains, et ils riaient tout le temps. Ces gens étaient d'une cruauté incroyable. Ils nous ont humiliés, maltraités, frappés, et ils ont pris des photos de nous, ils m'ont enlevé ma chemise et ils ont continué à nous maltraiter toute la nuit. Mon message au monde, c'est honte à vous. Honte à vous tous. Honte à tous ceux qui se taisent face à ça. Honte à tous les gouvernements qui continuent de commercer avec Israël, y compris le mien. Ils continuent de commercer avec Israël. Israël commet un génocide. Mon gouvernement est complice. Toute l'Europe est complice. Le monde entier est complice. Alors, mon message à tous les gouvernements, c'est honte à vous. Et à tous les peuples, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous et faites du bruit pour la Palestine, pour toutes les victimes de génocide dans le monde. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Si nous ne montons pas sur la flottille, le gouvernement ne réglera rien. Personne ne le fera. Seul le peuple peut le faire. Oui, je pense aussi. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu des répercussions dans les médias israéliens également. On a vu Benjamin Netanyahou, on a vu le ministre des Affaires étrangères d'Israël s'en prendre à Ben Gvir. Non pas à cause de la façon dont il traitait ces personnes, mais parce qu'il avait publié la vidéo. C'était ça, le vrai problème. Allez-y. C'est la réaction habituelle. On repense à cette vidéo il y a quelques mois où des prisonniers palestiniens ont été sodomisés en détention. Les conséquences n'ont pas été que les auteurs de ces viols soient punis. En réalité, ils ont été érigés en héros. Mais la femme, la procureure qui avait permis la diffusion de la vidéo, elle a été harcelée, renvoyée de son poste et poussée à envisager le suicide. Donc cette obsession en Israël, Israël a toujours considéré la gestion de son image comme un instrument essentiel de sa politique étrangère et même de sa survie. Et c'est logique, parce qu'Israël, d'une certaine manière, se trouve dans la même position que les deux royaumes croisés établis en Palestine il y a environ 8 siècles. Et comme Israël aujourd'hui, ces royaumes dépendaient eux aussi d'un soutien extérieur. Et quand ils ont perdu leur soutien extérieur, ils se sont effondrés. Donc en gros, Israël a une obsession, maintenir son appui à l'étranger, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. La plupart des personnes présentes sur la flottille étaient européennes plutôt qu'américaines. Il y avait aussi quelques Américains, quelques Canadiens, et ils affirment avoir été torturés, tout simplement. On a vu des photos de gens arrivant à Istanbul avec ce qui ressemblait à des brûlures de cigarettes sur tout le corps. On nous a dit que certains avaient des os cassés. On a vu des personnes gravement battues. La jeune femme qu'on vient d'entendre dans cet extrait a expliqué qu'on lui avait enlevé son t-shirt.
Il y a aussi des témoignages faisant état de viols de membres de la flottille par les Israéliens. Donc, ils méritent pleinement la description qu'elle a donnée d'eux comme étant d'une cruauté absolue. Israël incarne aujourd'hui un niveau de sadisme qu'aucun autre pays ne peut même approcher. Et ce n'est pas bon pour Israël. Il y a donc eu une énorme réaction à l'étranger, surtout dans les pays dont les citoyens ont été maltraités. Leurs gouvernements ont été pressés d'intervenir. Les ministres des Affaires étrangères ont été mobilisés. Pour l'instant, pourtant, ce ne sont que des paroles. On parle à nouveau de réduire les échanges commerciaux avec Israël, de ne pas renouveler certains accords, et ainsi de suite. Mais il faudra voir si cela se concrétise, car l'expérience montre que les Européens sont très forts pour se plaindre, mais pas très doués pour agir. Je ne sais donc pas comment tout cela va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que cela a considérablement affaibli le soutien à Israël à l'étranger, et que cela va alimenter le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions, le mouvement BDS, un peu partout. Je pense que ça s'est vu dans le Kentucky, face à Thomas Massie. Ils ont dû dépenser énormément, tous ensemble, pour essayer de le battre. C'est en fait un constat terrible sur l'état de la démocratie américaine. Parce qu'ici, l'argent est assimilé à la liberté d'expression, par décision de la Cour suprême. Ici, l'argent n'est pas utilisé pour faire avancer une cause, mais pour punir des gens. Ceux qui donnent cet argent n'ont aucune ambition d'améliorer les choses. Ils veulent simplement punir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Et notre vie politique est devenue entièrement coercitive et intimidante. Elle n'élève plus, elle n'inspire plus, elle ne fait plus rêver. C'est une rupture fondamentale avec le passé américain. Qu'on soit d'accord ou pas avec Thomas Massie, il faut reconnaître qu'il a des idées vraiment étranges, mais aussi certaines qui sont très solides. C'est une victime, et je pense que tout ça va en réalité se retourner contre le lobby sioniste qui l'a fait tomber. 37 millions de dollars pour une primaire sur un seul siège, c'est du jamais vu. Mais il y a déjà eu des exemples similaires, réussis, pour punir des responsables politiques critiques envers Israël. Et c'est clairement pour cette raison que Massie a été écarté. Donald Trump voulait qu'il parte, mais l'argent, lui, venait du lobby sioniste. Laura Loomer a tweeté, après avoir battu Thomas Massie, que le prochain sur la liste, c'est Rand Paul. Vous voyez, bien sûr, il y a tout un programme derrière, fait d'actions haineuses. C'est l'une des figures les plus méprisées de la politique américaine, et c'est largement reconnu. Elle entretient une sorte de relation privilégiée avec Donald Trump, et elle est d'une brutalité incroyable, totalement inhumaine, plus israélienne qu'américaine. Je veux dire, elle fait penser à des gens comme Ben Gurion ou Smotrich, qui n'ont aucun respect pour les êtres humains, sauf pour ceux qui partagent leurs convictions, religieuses ou autres. Oui, Monsieur l'ambassadeur, dans le cas du Moyen-Orient et de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, le rapport d'Axios indique qu'il y aurait une différence entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Selon ce rapport, Donald Trump chercherait plutôt à mettre fin à la guerre, d'une manière ou d'une autre. Benjamin Netanyahou, lui, voudrait la poursuivre, parce que pour lui, c'est un moment unique. S'il ne parvient pas à atteindre ses objectifs maintenant, il n'aura plus jamais une telle occasion dans l'histoire de son gouvernement. Il est en fin de mandat, en fin de carrière politique en Israël. C'est pour cela qu'il veut continuer cette guerre. Et Donald Trump, d'après Axios, ne partage pas ce point de vue. Quelle est votre lecture de cette situation? Eh bien, Axios, ce rapport de Barak Ravid,
qui est à la fois agent du Mossad et journaliste, deux rôles qui en Israël ne sont pas forcément incompatibles, a indiqué qu'il y avait eu une discussion houleuse de 3 heures entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, au cours de laquelle Netanyahou aurait insisté pour que Trump reprenne la guerre. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Donald Trump ne veut pas la relancer. Lui-même a évoqué de prétendues demandes de l'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis pour ne pas redémarrer le conflit. À mon avis, ça n'a absolument aucune crédibilité. Je ne doute pas une seconde que les Saoudiens et les Qataris aient pu faire pression sur Donald Trump pour qu'il ne relance pas la guerre, mais les Émirats, eux, ont une position très différente. Et cela montre bien, selon moi, qu'il s'agit d'une autre de ces histoires inventées par Donald Trump et que ce n'est pas la réalité. S'il ne veut pas relancer la guerre, c'est pour plusieurs raisons en fait. D'abord, le Pentagone lui aurait apparemment dit que l'Iran a considérablement renforcé sa défense aérienne et que reprendre les mêmes opérations coûterait très cher, en vies humaines comme en avions. Donc ce ne serait pas une bonne idée. Ça ne lui permettrait pas de proclamer une victoire. En gros, il veut pouvoir dire qu'il a gagné et passer à autre chose. Et puis, il y a aussi la politique intérieure. Il sait très bien que sa position sur la scène politique américaine s'affaiblit rapidement. L'été arrive, la saison des grands trajets aussi. Le prix de l'essence dépasse maintenant les 4,50 $ au niveau national et plus de 6 $ en Californie. Donc forcément, il y a un mécontentement, une réaction politique, et il sait que la guerre est impopulaire. Il veut y mettre fin. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi, et ma conclusion, c'est qu'il ne peut sortir de cette guerre que d'une seule façon, si le Congrès passe outre sa volonté de la poursuivre et coupe les fonds. Ce qu'ils ont failli faire, d'ailleurs, avant-hier. La Chambre des représentants s'apprêtait à voter contre la guerre de Donald Trump. Le président de la Chambre, M. Johnson, a alors annulé le vote parce qu'il n'arrivait pas à maintenir le Parti républicain uni derrière Donald Trump. C'est grave. Il y a donc une véritable rébellion de républicains contre Donald Trump. En partie sur cette question, et en partie à cause de ce qu'on appelle le fonds occulte des criminels. Autrement dit, ce fonds de 1,8 milliard de $ distribué à tous les proches de Donald Trump et à ses partisans qui ont pris d'assaut le Capitole et tué des policiers le 6 janvier. Bref, il y a énormément de réactions négatives. Donc je pense que la seule façon pour lui de sortir de cette guerre avec sa réputation à peu près intacte, c'est de laisser le Congrès le pousser dehors, puis de dire qu'il a été trahi par le Congrès, qu'on était à 2 doigts de la victoire, comme il le répète depuis le début, et que si le Congrès et les démocrates ne s'étaient pas opposés à lui, on aurait remporté une grande victoire. Je l'entends déjà dire ça. C'est la stratégie classique du coup de poignard dans le dos pour justifier une défaite. C'est ce que les Français ont fait quand ils ont été chassés d'Algérie. Ils ont tenu le même discours, il y a un précédent. Ce n'est pas glorieux, mais je vois très bien Donald Trump faire ça par désespoir, parce qu'il n'a tout simplement pas d'autre issue à cette guerre. Il ne peut pas attaquer l'Iran efficacement sur le plan militaire. L'Iran a les moyens de causer d'énormes dégâts à Israël, ainsi qu'aux pays du Golfe qui participeraient ou apporteraient leur aide à une attaque contre lui. Et il n'y a aucune diplomatie. C'est d'ailleurs le dernier point que je veux souligner. On est dans une impasse totale, et il n'y a aucune discussion sur les questions que Donald Trump continue de soulever. Il n'y aura pas d'exportation vers un autre pays de l'hexafluorure d'uranium, cet uranium enrichi à 60%. Cela s'était produit dans le cadre du JCPOA, le plan d'action global commun de 2015. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le régime iranien ne va pas devenir plus conciliant, il évolue dans la direction opposée. Le blocus du Détroit, lui, s'érode lentement.
Les États-Unis continuent de bloquer le détroit, pas très efficacement d'ailleurs, puisque des navires chinois, coréens et d'autres encore parviennent à passer. Et l'Iran discute activement avec Oman pour savoir comment mettre en œuvre le péage qu'il a instauré, de manière à ce que les deux parties y trouvent leur intérêt. Les Émirats arabes unis, eux, sont exclus de ces discussions, parce qu'ils restent alignés sur la position israélienne et soutiennent l'action américaine contre l'Iran. Alors oui, l'Iran souffre, il a terriblement souffert dans cette guerre, mais il semble prêt à endurer encore davantage. Et il est clair qu'il peut aussi infliger beaucoup plus de souffrance aux Arabes du Golfe et aux Israéliens si la guerre reprend. Donc, pour toutes ces raisons, je ne sais pas si Donald Trump a eu l'idée de simplement laisser le Congrès le forcer à sortir de la guerre, comme je l'ai évoqué, mais pour toutes ces raisons, il ne veut pas reprendre les hostilités. Et Benjamin Netanyahou est déterminé à le faire, pour les raisons que vous avez évoquées. En clair, il n'a nulle part où aller. Son objectif, c'était de détruire l'État iranien, si possible de fragmenter l'Iran en plusieurs petits pays, sinon au moins de le détruire ou de l'intimider au point qu'il ne puisse plus représenter une menace, d'éliminer son option de dissuasion nucléaire, et ainsi de suite. Rien de tout cela ne va se produire. Netanyahou fait donc face à une possible peine de prison pour corruption à la fin de sa carrière politique et à des dégâts considérables pour l'État d'Israël à cause de sa politique erronée. On ne sait même pas si Israël pourra survivre. Il est certain qu'il ne le pourra pas si le soutien américain et européen disparaît, ce que Ben Gvir semble d'ailleurs s'employer activement à provoquer. Et Israël ne peut pas survivre non plus s'il est incapable de se défendre et refuse de pratiquer la diplomatie. Il n'existe tout simplement pas de diplomatie israélienne. Il existe un ministère des Affaires stratégiques qui manipule l'opinion publique aux États-Unis et ailleurs au profit d'Israël. Il y a aussi de farouches défenseurs d'Israël dans les lobbies d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'Allemagne, elle, reste paralysée par la culpabilité liée à la Shoah. Mais sous la surface, les opinions publiques, y compris au sein des communautés juives, se sont retournées contre Israël. Netanyahou a donc conduit Israël dans une impasse. Il n'y a plus d'issue. Et Donald Trump est lui aussi coincé dans une impasse. Résultat, rien ne bouge. Cela veut dire que sauf si le Congrès intervient pour mettre fin à la guerre, on risque fort d'avoir une nouvelle phase de combat. Et celle-là serait encore plus désastreuse pour les États-Unis et pour Israël que la première, et très dommageable pour l'Iran. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils ne sont même pas capables de se défendre contre les drones FPV du Hezbollah. Le Hezbollah frappe ses batteries du dôme de fer de tous les côtés. Et c'est ça le vrai problème pour eux en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir continuer comme ça, parce que ce n'est pas simple de reproduire ou d'augmenter le stock de ces batteries en Israël, vu la situation actuelle de la guerre. Le Hezbollah utilise des drones guidés par fibre optique, une technologie que les Ukrainiens et les Russes ont mise au point, et ils sont très efficaces. On ne peut pas les détourner, et ils infligent de lourdes pertes aux forces israéliennes dans le sud du Liban. Mais le Hezbollah tire aussi, comme vous l'avez dit, sur Israël et frappe des installations militaires là-bas. Donc encore une fois, on en revient au fait que les soi-disant cessez-le-feu annoncés n'existent tout simplement pas. Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Il n'y en a pas non plus à Gaza. Les Israéliens continuent d'y mener un génocide. Ils le font simplement plus lentement. Le sadisme qu'on a vu dans le traitement des personnes à bord de la flottille, c'est typique. On peut pointer du doigt Ben Gourion,
Mais en réalité, Ben Gourion représente la société israélienne dans son ensemble. Elle est très sadique. C'est une mentalité psychotique que, franchement, le monde ne devrait pas tolérer. Vous savez, ça n'a presque rien à voir avec le judaïsme, si tant est qu'il y ait un lien. Je ne pense pas qu'il y ait un véritable fondement religieux, même s'il y a des rabbins en Israël qui le soutiennent. Mais ce n'est pas le judaïsme que nous pratiquons, ni dans votre pays, ni dans le mien. Ce sont des gens indécents qui se cachent derrière la bannière du judaïsme. Hiding behind the banner of Judaism.